Hello à tous, c'est Louisa, vous regardez Midi Expert, le visio live où des experts te donnent leurs conseils pour que tu puisses réussir ton insertion professionnelle. Aujourd'hui, je reçois Sylvain Lambert qui est associé co-responsable de l'activité de conseil en développement durable au sein de PwC France et Maghreb et il va nous parler de l'avenir des métiers et des activités de développement durable. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, PwC développe en France et au Maghreb des missions de conseil, d'audit et d'expertise comptable. Mais ça, c'est Sylvain qui va nous en parler en détail. Bonjour Sylvain, Bonjour Lisa. comment vas-tu? Ah, super, hyper Ravi heureux de d'être là. t'avoir à mes côtés dans cet épisode de Midi Expert. Alors Sylvain, tu le sais, tu vas répondre aux questions des étudiants et des jeunes diplômés, questions que nous avons reçues en amont de cette émission et nous avons conservé les plus redondantes. Mais tu vas aussi nous parler de ton parcours et nous dire plus précisément comment une entreprise doit-elle intégrer la RSE dans sa stratégie, comment PwC regarde cette question des défis environnementaux, mais aussi quels sont les métiers du développement durable qui recrutent en ce moment. Il y a encore plein d'autres questions et on va voir ça en détail. Mais avant cela, chez vous, sachez que si vous voulez retrouver davantage de tutos, conseils, vidéos sur votre insertion ou orientation professionnelle ou en apprendre davantage sur les métiers et les offres disponibles, vous pouvez aller sur notre site jobteaser.com, notre page YouTube ou encore sur notre Insta en tapant jobteaser_fr. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, Sylvain, est-ce que tu peux nous parler de tes formations et de tes expériences professionnelles? Avec plaisir. D'abord, je suis un garçon des montagnes, du Vercors plus précisément. Vous verrez que ça a son importance. Donc, ma formation, c'est d'abord une double formation. D'abord dans le ski, comme quoi le ski mène à beaucoup de choses. En même temps, ski, développement durable, ça fait un lien. Ouais. Donc, le ski a payé mes études. Et donc, c'est une université d'économie à Grenoble, 5 ans. Donc, ce qu'on appelait à l'époque un DEA, qui aujourd'hui doit être un Master 2 d'économie internationale, mais surtout du ski en parallèle. Et puis ensuite, un master à l'ESCP, un master d'audit et conseil à l'ESCP. Et c'est ce master qui m'a conduit à décider d'arrêter le ski, parce que finalement, je n'étais pas si bon que ça. Et à trouver une première entreprise et à me diriger vers le monde du conseil. Et donc, je suis rentré chez Arthur Andersen en stage pendant mon master. Et tout de suite, après l'armée, puisqu'à l'époque, il y avait l'armée obligatoire pour les garçons, je suis rentré chez Arthur Andersen où je faisais de l'audit financier de façon extrêmement classique. Et c'est ensuite, en janvier 1994, que j'ai rejoint PwC pour créer l'activité de conseil en développement durable. Et j'y suis depuis cette époque. Et justement, on a reçu beaucoup de questions à ce sujet-là, je vais te la lire tout de suite, qui te concerne. Quels ont été les moments clés, les turning points dans votre prise de conscience concernant le développement durable? Et tu parlais des montagnes il n'y a pas longtemps. Oui, ben, un garçon des montagnes et passionné par le ski peut pas être totalement opposé aux questions Mm. environnementales. Mais à l'époque, on n'avait pas de gens aussi engagés. En moyenne, d'ailleurs, dans les écoles, on n'enseignait pas les questions de développement durable, les questions environnementales. Donc, on va dire que c'est une sensibilité culturelle que n'importe quelle personne vivant dans la nature peut avoir. C'est aussi pas mal de bol. C'est-à-dire que j'ai fait un choix qui était un peu un non-choix à l'époque, alors qu'aujourd'hui, on a des gens très engagés. En fait, je voulais arrêter l'audit, comme pas mal de jeunes qui font de l'audit. C'est un métier très formateur, mais au bout d'un moment, on veut arrêter. Et puis, je voulais quitter le cabinet dans lequel j'étais. Et il y a quand même eu un élément important qui était la conférence de Rio. En 92, les gens les plus jeunes ne l'ont pas vécu, mais la conférence de Rio, c'est 150 chefs d'État qui se réunissent pour parler de l'avenir de la planète. Et là, je me suis dit, il y a peut-être un sujet qui va modifier la société, l'économie, et peut-être qu'on pourra avoir une activité dans ce domaine-là. Et donc, ça n'a pas marché dans mon cabinet. Par contre, j'avais un ami qui, dans un autre cabinet, PwC, avait la même idée. Et on a proposé au cabinet de lancer un sujet là-dessus. Ils ont accepté. Et donc, on a lancé une équipe considérable de 2 personnes en janvier 94, dédiée à ces questions. Donc, on va dire une sensibilité, pas mal de chance, une envie de quitter l'audit pour faire du conseil, et puis quand même marqué par la conférence de Rio en 92. Et tu m'avais dit qu'aujourd'hui, c'était ta raison d'être. Voilà. Quand j'ai démarré dans ce sujet, j'aurais été bien en mal de répondre à une interview détaillée sur le développement durable, la RSE. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de conférences, peu d'articles, Oui. peu de cours, peu d'enseignements. Et effectivement, moi j'ai découvert à la fois une aventure semi-entrepreneuriale, puisqu'il a fallu créer une équipe en partant à deux et monter toute une équipe. Et puis en découvrant au fur et à mesure le sujet, qui s'est créé d'ailleurs au fur et à mesure de ces années. Et ce sujet est devenu à la fois une passion. Développer une activité est devenu aussi une passion très très forte. Mais cette question aujourd'hui, c'est pas anodin de travailler dans le développement durable. Quand je disais c'est devenu ma raison d'être, oui, c'est un métier où on peut avoir l'impact, où on peut, on va dire sauver le monde, c'est un peu ambitieux, mais contribuer à sauver le monde. Et ça, je dirais, c'est quelque chose de assez fort quand on a la chance de travailler dans un métier comme ça. Et puisque tu es là pour parler du développement durable, je continue avec les questions des jeunes diplômés qui ont envie de te demander qu'est-ce que cela signifie que de travailler dans le développement durable et comment une entreprise doit-elle intégrer la RSE dans sa stratégie?
Travailler dans le développement durable, bah, comme je le disais, d'abord, enfin, moi je considère que c'est pas anodin. C'est à la fois un métier et un engagement. On n'est pas, chez PwC, on n'est pas une ONG, donc on n'est pas dans le militantisme, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'est pas engagé, qu'on ne doit pas avoir des convictions. Donc travailler dans le développement durable, c'est avoir des convictions, et puis c'est bah, travailler sur aujourd'hui un sujet qui est depuis, donc moi ça fait 27 ans, le sujet n'a cessé d'augmenter en importance. On avait une courbe assez linéaire, l'augmentation de l'importance. On a commencé à découvrir une accélération il y a 10 ans, et là, même le mot exponentiel ne suffit plus. C'est-à-dire qu'on est au-delà, un mathématicien aurait peut-être un terme pour ça, et moi je suis un économiste, pas du tout scientifique, mais donc on est dans une accélération extrêmement forte. Donc travailler dans le développement durable aujourd'hui, c'est travailler dans un sujet qui mobilise les dirigeants, qui mobilise les politiques, qui est un sujet majeur, probablement un des plus importants sujets. Et comment, ta deuxième question, c'est comment intégrer ça? Mais effectivement, le développement durable dans l'entreprise aujourd'hui, on voit bien qu'il est au cœur de transformation. En tous les cas, c'est une des convictions que l'on a, c'est un des éléments transformants, et souvent d'ailleurs des questions qu'on nous pose, c'est en quoi ce sujet va transformer notre culture, notre organisation, voire notre offre de produits ou de services. C'est pas un département dans un coin qui compte les plantes vertes ou qui s'occupe de je ne sais pas quoi. Le développement durable, en tous les cas, quand c'est fait de façon sérieuse, c'est un des facteurs profonds de transformation. Je pense qu'il y a deux sujets aujourd'hui qui modifient la donne dans les entreprises et dans l'économie. Ce sont les changements et les disruptions technologiques, parce qu'effectivement, ça accélère beaucoup, et les changements et disruptions sociétales. Et je pense que les sociétales sont plus importantes que les technologiques. Et donc, c'est plutôt un sujet rayonnant qu'un sujet qui serait en silo. Parce que ce que tu me dis, c'est qu'on parle d'intégration du développement durable dans la stratégie et pas l'inverse. Ah oui, les gens qui vous parleraient d'une stratégie développement durable, en général, c'est de la com. Enfin, c'est très sympathique, hein, mais le vrai sujet aujourd'hui, c'est comment, dans ma stratégie, les notions de développement durable adaptent, modifient, corrigent, font évoluer, en bien ou en mal, hein, d'ailleurs, mais font évoluer ma stratégie. C'est ça, c'est vraiment, je crois que le mot que tu as dit qui est important, c'est le mot intégration. On continue avec les questions, Sylvain. Quelles évolutions voyez-vous dans les priorités en termes de développement durable depuis la pandémie? Alors, la pandémie a laissé penser, à un moment, que d'ailleurs certaines organisations professionnelles partout dans le monde ont émis, alors au confinement numéro 1, maintenant on va les numéroter comme un peu hélas, hélas, on les numérote les confinements, mais au confinement numéro 1, certains pardon, se sont exprimés pour dire peut-être que ces questions de développement durable, on va les mettre au second plan parce que là on est dans une situation critique. En fait, pas du tout. Très très vite, dès le mois de mai-juin 2020, on a vu arriver à la fois des demandes sociétales fortes. On a bien vu que le développement, que le Covid n'avait pas arrêté, par exemple, les enjeux climatiques, hein. Il n'y a pas de vaccin pour le changement climatique, hein. Typiquement, on est en train d'en trouver pour le Covid, mais pour le changement climatique, il n'y a pas de vaccin. On a vu des analyses d'investisseurs sortir dans le monde entier disant que ces questions de RSE étaient un élément de résilience forte et d'amortissement des crises pour les entreprises, puisque les entreprises qui ont intégré ça de façon sérieuse, donc intégré dans leur stratégie et pas fait une stratégie de développement durable, sont des entreprises qui ont mieux résisté à la crise. Donc finalement, pas de ralentissement, je dirais même une accélération. Et puis ce qui a amené aussi une crise comme le Covid, c'est qu'elle questionne l'humanité, puisque là on n'a pas des pays qui l'ont vécu, d'autres qui l'ont pas vécu. Qu'on soit un pays à tendance dictatoriale, ultralibérale ou une social-démocratie, on s'est tous pris le truc dans la tronche. Et il n'y a pas un pays, on peut se dire, ah bah tiens, si on faisait tous comme lui, on s'en sortirait. Les États-Unis sont à l'arrêt, la Chine s'est pris un gros choc, l'Europe, ben on sait où on en est. Donc, c'est un regard mondial qui nous re-questionne sur un des sujets qui est probablement notre propre fragilité et probablement la fragilité du modèle dans lequel on est, qui hoquette depuis plusieurs années. Crise financière en 2008, confiance dans les institutions avec la montée du complotisme, la montée des extrêmes, les gilets jaunes en France, le Brexit, les Trump, les Bolsonaro. Donc on sent qu'il y a une crise sociétale et quasi des institutions, crise environnementale majeure, et puis crise sanitaire. Donc on se dit, ce modèle finalement, qui a quand même créé de la richesse et du développement sur les 40-50 dernières années depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, n'est-il pas au bout? Et c'est ce type de questions que le Covid amène. Un, très bon stress test pour le développement durable. On résiste mieux avec ça. Deux, le modèle est essoufflé. S'il est essoufflé, il faut en changer. Et est-ce qu'un des axes de transformation et du changement ne se trouve pas justement dans le questionnement autour du développement durable? Voilà ce que ça amène, selon moi, les questions de la pandémie. Et tu parles du modèle, ça montre aussi que le modèle économique avec l'accès au bonheur, et tu me le disais par la consommation, ne tient pas la route. Oui, bah, en fait, c'est un modèle qu'on a créé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, hein. Le monde était détruit, on sortait de 4 à 5 ans de guerre.
Et donc, on a lancé dans tous les pays, pour relancer l'économie, il fallait produire et consommer. Et effectivement, l'accès au bonheur, chez moi, la montagne, c'est l'arrivée des téléviseurs, d'une première bagnole dans la famille, du carrelage dans la cuisine. Enfin, c'est pas Germinal, mais c'est la campagne dans les montagnes. On était très heureux sans carrelage, mais finalement, le carrelage, c'est bien. Donc, on accède au bonheur en consommant, en produisant. Et ça, c'est un modèle qui marchait bien. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, on est 2,5 milliards de gens sur Terre. Aujourd'hui, on est bientôt entre 7 et 8, et on est parti pour taper les 10 à la fin du siècle, voire les 11. Donc, on comprend bien qu'on ne gère pas un bazar à 2,5 milliards, comme à 7 milliards, comme à 10 milliards. Et donc, la question de je produis, je consomme et j'accède au bonheur par la consommation est profondément questionnée aujourd'hui, pour des questions d'accès aux ressources naturelles, mais aussi pour des choix sociétaux. On voit que les modes de consommation commencent à évoluer. On parle de mieux consommer, pas moins consommer, mais mieux consommer. Et la question de si on se met à consommer sans fin, effectivement, le modèle ne passe plus. Je te pose une question maintenant qui nous a été envoyée concernant le conseil en général, et après on fait un focus sur PwC. En quoi consiste exactement le secteur du conseil en développement durable? Le secteur, bah alors d'abord, c'est un secteur polymorphe, c'est-à-dire que dans le conseil en développement durable, on a un spectre d'acteurs extrêmement large. On a des grandes maisons comme PwC et ses concurrents, Mhm. qui sont des maisons pluridisciplinaires. On a des plus petits cabinets, mais sans que plus petits veulent dire de moindre qualité, hein, ce n'est pas du tout mes propos, mais plus petits, totalement dédiés à ça, qui ne font que ça. On a des bureaux d'études techniques qui peuvent travailler sur la pollution des sols, la mesure des pollutions, des spécialistes qui vont travailler sur le handicap, sur, je sais pas, les problèmes de diversité, les transformations culturelles. Donc on a des experts indépendants. Donc on a un champ d'acteurs dans le développement durable qui est extrêmement large en matière de conseil et avec des modèles différents et des types de services différents. Très clair. Merci Sylvain. On continue avec les questions. Je te disais focus PwC, et la question est comment PwC regarde cette question des défis environnementaux? Mais avec intérêt, plus sérieusement. Plus sérieusement, et j'en suis avec notre équipe l'exemple vivant, euh, PwC a fait le choix, et c'était un pari ambitieux en 1994, de créer une activité. Alors, ambitieux, c'était le choix de payer 2 personnes avec aucun chiffre d'affaires en face. Donc, ça allait, on pouvait se le permettre. Mais quand même, en 1994, il y a un président qui a dit, bah, ok, allons-y, creusons le sujet, les deux types là sont peut-être un peu fous, au pire on les virera, mais ils ont peut-être raison. Et bon, bah, on avait raison. Alors, on a eu des hauts et des bas. Donc, ça fait longtemps que PwC, donc premier élément de réponse, ça fait 27 ans que PwC travaille sur le sujet. Donc, on n'est pas des newcomers là-dessus, ça fait un moment qu'on travaille. L'équipe aujourd'hui que j'anime avec une jeune femme qui s'appelle Émilie Bobin, qui est mon associée, compte près de 70 ou 80 personnes. Donc, depuis 27 ans, on a beaucoup grandi. Donc, pour nous, on a des convictions. Premièrement, c'est que c'est un sujet stratégique. D'ailleurs, ça fait partie des 3-4 grandes priorités stratégiques mondiales, le développement durable chez PwC. Donc, moment stratégique aujourd'hui de transformation et de fin de modèle. Ça nous amène aussi à dire que l'entreprise, pour nous, a un rôle majeur à jouer. L'entreprise devient un acteur de l'intérêt général. Donc, c'est aussi de nos convictions qui est extrêmement forte. Et donc, prenant ça, la façon qu'on a de le regarder, c'est de 2 manières. On a une équipe, celle que je dirige avec Émilie, et qui est de plus en plus importante et qui s'inscrit dans un univers international. Là, on parle de la France, là, mais l'équipe mondiale, c'est 2000 personnes dans une centaine de pays. Donc l'équivalent de l'équipe que j'anime avec Émilie, ça fait 2000 personnes dans le monde entier. Mais c'est aussi une décision stratégique de former la totalité des collaborateurs et des associés de PwC aux questions de développement durable. Parce qu'aujourd'hui, faire de l'audit ou du conseil sans connaître le développement durable, nous, une de nos convictions, c'est qu'on ne fait pas bien son boulot. Quand on parle à un patron des systèmes d'information d'une entreprise pour faire du conseil sur ses IT et qu'on n'a pas un minimum de vocabulaire et de compétences sur les enjeux en matière de développement durable des IT, on est le consultant d'hier, on n'est pas le consultant de demain. Et donc, on a lancé un programme il y a un peu plus d'1 an de formation, pour prendre un mot de consultant, d'upskilling, en gros de formation des équipes au développement durable, avec des programmes, des MOOC, des formations live, enfin des tas de choses, pour que tout le monde ait un niveau de culture de base et développer des compétences techniques, là on en a besoin. Donc, on en revient à ton point, ça devient intégré. On est obligé d'avoir une équipe pour innover et être en pointe, mais ça devient intégré dans l'ensemble de nos équipes. Parce que pourquoi? 2 raisons. Nos collaborateurs, ça les passionne. Et si je fais de l'audit financier ou du conseil, et qu'en plus, j'ai la chance de travailler sur le développement durable, je suis super content. Et puis 2, nos clients, c'est ce qu'ils nous demandent. Hein. Déployer des nouvelles architectures de systèmes d'information dans une entreprise sans penser empreinte carbone des IT, par exemple, c'est faire une erreur stratégique.
Donc, il faut toujours avoir une stratégie lisible et acceptée pour convaincre à la fois les collaborateurs et les investisseurs. Alors, ça, c'est un bon point, effectivement. Aujourd'hui, ce que l'on pense pour les entreprises, c'est qu'évidemment, on doit avoir une stratégie qui est compréhensible de ses actionnaires, mais l'enjeu demain de l'entreprise, c'est d'avoir une stratégie acceptée sociétalement. C'est ce que me disait d'ailleurs un des dirigeants du CAC 40 récemment. Ce qui va compter dans l'entreprise de demain, c'est que sa stratégie soit acceptée. Parce qu'il n'y aura pas d'entreprise qui gagne dans un monde qui perd. Même égoïstement, si on pense qu'à soi, si le monde autour de soi se délite, ça veut dire moins de clients, moins de gens, moins d'investisseurs. Donc, si le monde se délite, j'ai peut-être intérêt, en tant qu'entreprise, à contribuer. Et l'entreprise qui sera perçue comme non contributrice, égoïste ou centrée sur elle-même, c'est l'entreprise qui est condamnée. Enfin, je le résume, mais ça fait partie, un, de nos convictions, deux, de ce que nous disent nos clients. Donc, ça veut dire qu'il y aurait potentiellement un changement dans la définition de l'entreprise. Et donc, ce que tu disais plus haut, c'était le modèle de croissance. Ça va avec. Exactement. Ça fait partie aussi de nos convictions. Alors, le propre d'une conviction, c'est qu'elle est intéressante, hein, c'est un bon sujet de débat, mais on peut être contre, parce que c'est une conviction, c'est pas une certitude. Mais oui, on est sûr que la définition même de ce qu'est l'entreprise est en train d'évoluer. Donc, pour nous, ça nous amène à ce genre de réflexion, vraiment cette notion d'entreprise différente demain. On continue avec les questions concernant les métiers. Quels sont les métiers du développement durable qui recrutent en ce moment et dans les années à venir? Tous, tous. Aujourd'hui, le monde du développement durable fait face, comme je le disais, à une accélération considérable et au fait que ce soit plus un sujet cantonné à trois clampins qui font du développement durable dans un coin. C'est un sujet de direction générale, c'est un sujet, d'ailleurs, on le voit au niveau gouvernemental, par exemple, dans la politique, enfin, dans la politique au niveau du gouvernement, c'est le ministre, c'est Bruno Le Maire qui le porte beaucoup, comme dans d'autres pays. Donc, on voit que c'est intégré dans les stratégies, dans les politiques économiques. Donc, il y a énormément de besoins. Nous, rien que cette année, et pandémie, pas pandémie, rien que cette année, on a dû recruter depuis le mois de septembre, je pense, une vingtaine de personnes dans l'équipe. Et là, on est encore en train de recruter. Et nos camarades autres sociétés de conseil recrutent aussi. Donc, travailler dans le développement durable, il y a du boulot dans le conseil, dans les entreprises, dans les pouvoirs publics. C'est un métier d'aujourd'hui et c'est surtout un métier de demain. Donc, c'est la garantie d'avoir un travail. Ah, c'est clair, oui. On continue avec les questions sur les compétences. Quelles compétences acquérir pour être performant dans ces métiers? Toi, tu vas nous parler du conseil puisque c'est ton domaine de prédilection. Alors, quelles compétences pour être Alors, performant dans ces le métiers? conseil, avant tout, c'est un métier humain. C'est pas un métier technique. Bien sûr, on met en œuvre des techniques, des savoirs, mais le conseil, quel que soit ce que l'on fait en conseil, il faut avoir en tête que, un, on travaille dans une équipe, on n'est pas seul. Deux, chez les clients, qu'est-ce qu'on fait? Même quand on fait des diagnostics techniques, etc., on interagit avec un client. Et les interactions, elles sont humaines. Alors, elles sont moins physiques en ce moment, parce que d'ailleurs, la preuve, on est à travers un écran là tous les deux, mais elles sont humaines. Ce sont des individus qui se parlent, soit pour les questionner, soit enfin, pour obtenir de l'information. Donc c'est un métier dont la qualité première est cette dimension humaine. Si vous êtes super brillant et incapable d'articuler trois mots, que vous vivez en autarcie, que la vie en équipe vous fait horreur, que parler aux gens ne vous plaît pas, mais laissez tomber le conseil, écrivez des livres, faites quelque chose d'autre. Le conseil, donc avant tout, ce qu'on va chercher, sont des qualités humaines. Des Parce qu'il qualités. faut savoir animer des workshops, faire des interviews, c'est ça? C'est ça, Non. exactement. Exactement. Notre métier, c'est interagir avec des gens. Mm. Donc, en one-to-one, en groupe de travail, en workshop, exactement ce que tu dis. Et donc, si on n'a pas de qualité humaine, on peut être le roi du monde technique, mais si on n'a pas l'interface vocale, ça ne marche pas. Donc, numéro un, des qualités humaines. Numéro deux, pour les métiers du conseil, c'est quand même de la rigueur. Mais je dirais qu'on est à plusieurs coudées devant sur les qualités humaines. Après, c'est une école de rigueur parce que nos clients attendent de nous beaucoup, beaucoup, beaucoup de rigueur. Et puis, c'est une école, je veux dire, où il faut, dans notre univers, en tous les cas dans le développement durable, être capable de nous convaincre sur l'intérêt qu'on a sur le sujet. La personne qui arrive, même très sympa, qui nous dit le développement durable, c'est génial, mais qui est incapable d'articuler trois points de vue, même, peu importe, un point de vue est un point de vue, on peut ne pas être d'accord, mais avoir un point de vue, on ne va pas être convaincu. Voilà. Donc, il faut avoir vraiment un vrai intérêt pour le sujet et nous le montrer. Tu parlais d'école de la rigueur, mais tu m'as aussi dit le droit à l'erreur au sein de PwC, c'est un droit constitutionnel. Ah oui. Ah ben, alors ça, c'est quelque chose qui est cher à notre cœur et encore plus dans notre équipe. Celui qui a jamais appris par l'erreur, c'est l'individu parfait, donc il n'existe pas. Effectivement, le droit à l'erreur, c'est vraiment un droit constitutionnel à une condition. Un, quand on fait une connerie, on reconnaît qu'on l'a fait. Deux, on cherche à comprendre pourquoi. Et trois, on répare. Mais à partir du moment où on fait ces trois choses, mais on apprend énormément.
Enfin, moi, mes plus grands pas en avant, c'est par des erreurs ou des choses où je me suis raté. Et quand on est capable d'apprendre de ses erreurs, enfin, c'est parfois une banalité, mais qu'est-ce qu'on devient, qu'est-ce qu'on progresse? Beaucoup plus. Donc oui, on encourage les gens. Si on veut que les gens, dans un sujet qui bouge énormément, comme les questions de développement durable, soient audacieux, soient innovants, développent des convictions, il faut qu'on les désinhibe. La personne qui est tétanisée en disant oula, je vais pas trop bouger parce que j'ai pas envie de faire une connerie, on va pas avancer. Et on peut pas se le permettre dans un domaine où l'innovation est au cœur des sujets. Donc, il faut que les gens soient détendus par rapport à l'erreur, Mm. avec les fameuses 3 règles que j'ai données. Mais à partir de là, ben, on prend des risques. Prendre les risques, c'est accepter de faire des erreurs. Et on est dans un monde où on ne prend plus assez de risques. Ben, nous, on dit si, ben, prenez des risques. Pas de problème. Mais tu parlais d'interagir, de converser. Est-ce que ça s'apprend aussi que d'être social, d'apprendre à parler, à d'interagir? On est d'accord que ça s'aprend? Alors oui, alors il y a des extrêmes. Les deux extrêmes, il y a des gens qui sont nés avec et qui Ouais. sont d'entrée hyper bons, et des gens qui sont nés sans et pour qui ça va être très compliqué. Et bon, bah, ces gens-là, il ne faut pas qu'ils choisissent le conseil. Mais oui, bien sûr, d'abord, les termes comme timidité, etc., non, ça s'apprend. Il y a des techniques pour s'exprimer, il y a une façon, mais il faut quand même avoir en soi, et c'est ce qu'on cherche à détecter dans les entretiens, l'intérêt de l'autre. Mm. Si on n'a pas l'intérêt de l'autre, d'ailleurs, un seul exemple, dans notre équipe, il y a 10 nationalités. Parce qu'on recrute, voilà. Bah, 10 nationalités, ça crée quand même un choc culturel permanent dans l'équipe, parce que chacun a son prisme. Donc si on n'a pas l'intérêt de l'autre, ça va être Mm. compliqué. Après, bien sûr, faire des interviews, animer un workshop, faire une présentation, il y a des techniques, il y a des formations, on forme les gens à ça. Et donc il y a des gens pour qui, bah, c'est comme tout sport, personne qui va prendre le ski, il y a des gens qui, avec 3 leçons, vont arriver à un niveau de performance dingue, et d'autres, il va leur en falloir 50. Bah, Mm. c'est pareil, bah, c'est pas grave, les gens, ceux qui en ont besoin de 50 en prendront 50, et puis voilà. Ok, il faut l'avoir en tête. Donc ça fait aussi partie des appétences, mais c'est très important. Tu parlais donc de 10 nationalités au sein de ton équipe. On continue là-dessus. Une question, peut-on décrocher un stage ou une alternance chez PwC? Et est-ce que aussi vous recrutez en CDD ou en CDI? Alors, d'abord, on recrute, sauf cas très, 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 très exceptionnel, exclusivement en CDI. Il Ok. est arrivé que pour gérer des pics dingues, non prévus, on recrute en CDD. La réalité, c'est que je pense 99% des gens qu'on a pris en CDD, on les a embauchés. Mm. Donc aujourd'hui, on a dit on arrête, on va prendre des CDI comme ça. Mais donc c'est règle majeure, CDI. Stage, on prend beaucoup de stagiaires. En général, ce sont des stagiaires de fin d'études. Parfois, ça va vraiment dépendre du candidat, des stages de césure. Ok. Alors pourquoi parfois? Pour 2 raisons. D'abord, un stage de fin d'études, c'est quelqu'un qu'on peut embaucher directement à l'issue de son stage, Ok. s'il le souhaite et si on le souhaite. Donc c'est un pré-recrutement. Stage de césure, on ne peut pas. Donc c'est un peu dommage. Et puis le stage de césure, par définition, intervient plus tôt dans un cursus, donc avec des gens qui en moyenne auront un niveau de maturité un peu inférieur à quelqu'un qui est en stage de fin d'année. Mm. Ceci étant, là on vient de valider 2 stages de césure parce qu'on a trouvé des profils vraiment top, des Ok. gens super, et donc on s'est dit, bah tant pis, on les prend quand même. Et sur l'alternance, alors là, quasi pas dans mon équipe, parce que l'alternance, c'est quelque chose qui a du mal à fonctionner. On a besoin de gens, par exemple, les stages font 6 mois chez nous. Ouais. On a besoin de gens qui soient, quand on arrive, on est formé, on découvre les trucs, on vous accompagne, donc déjà tout un mois où il faut rentrer dans le truc. Et l'alternance, un petit peu à l'école, un petit peu dans le cabinet, ça marche pas trop, trop bien. Donc, c'est pas interdit, mais on ne l'a jamais pratiqué. On est en train de réfléchir à un cas, mais qu'une personne, d'ailleurs, c'est marrant, qui a fait une stage de césure chez nous et qui était remarquable, remarquable, à qui on a dit, bah, quand tu voudras être embauché, si ça t'intéresse, viens chez nous. Là, qui nous sollicite un an après son stage de césure pour dire, bah, cette année, j'ai une alternance. On se dit, ah là 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 là, elle était Ouais. tellement top, cette Ouais. fille. Est-ce qu'on pourrait pas voir avec elle si on peut pas trouver un truc? Mais là, c'est la personnalité. Mm. Donc, ma réponse honnête, c'est on fait pas d'alternance. Mais parfois, il y a une telle personne qui nous intéresse, qui a un tel profil qu'on va le faire. J'ai l'impression que l'investissement pourrait aussi participer à se créer un parcours au sein de PwC. Tu dis que l'alternance, c'est pas possible, mais quand il y a des bons profils, des bons humains, j'ai envie de dire, des gens qui s'investissent, l'opportunité fait que ce serait possible. Oui, oui, tout à fait. Ça dépend de la personne. On est prêt à beaucoup. En fait, ce Bien qu'on sûr. cherche, nous, c'est des gens. Quand tu as dit, c'est des humains, c'est des humanités, des qualités humaines. Et quand il y a là, il y a un stagiaire de césure qu'on a pris, qui est quelqu'un qui a eu des difficultés dans sa vie, qui est soutenu par une fondation parce qu'il sort de milieux compliqués. Mais ça a créé une personne, comme toute personne qui a fait face à l'adversité et qui en est sortie par le haut. En général, c'est des personnalités remarquables. Des gens qui ont vécu des guerres, des choses comme ça. C'est des gens qui sont, enfin, qui ont Ouais. beaucoup plus d'épaisseur au même âge Mm. qu'un jeune
Et là, on a été totalement séduit par cette personne, et du coup, on l'a pris. On l'a pris en césure. Et au niveau des écoles ou des universités, c'est ouvert à tout profil? Oui. Alors nous, on n'a pas de on a on a des tas d'exemples et de contre-exemples. On a des gens de très, 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 très grandes écoles qui étaient super nuls et des gens de micro-écoles qui étaient super bons. Comme quoi, non mais Je m'attendais pas. une fois de plus, c'est, la personnalité et l'individu qui va compter pour nous. Donc nous, on a un niveau bac+5, ça c'est normal, c'est ce qu'on recrute, c'est-à-dire qu'on a un niveau d'intelligence à peu près minimum et après, c'est la personne, comment elle s'est construite et puis, d'un autre côté, quand on a 10 nationalités dans l'équipe, on a des gens qui n'ont pas fait leurs études en France. Mmh. Donc à l'étranger, c'est pas forcément le truc université, grandes écoles, on a des gens qui ont fait de l'histoire et qui font du conseil en développement durable. Donc et ça va donc reposer sur connaissance du sujet et qualité humaine de la personne. Est-ce que tu as des conseils, c'était une autre question, des conseils pour se forger une réelle culture dans le domaine? Oui, 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 bah, aujourd'hui, on a la chance, contrairement à quand je me suis lancé dans cette activité, où je me souviens, on avait trouvé un bouquin d'un économiste français qui bossait à l'OCDE, qui avait travaillé sur le principe du pollueur-payeur et 3-4 articles dans des revues au Royaume-Uni et puis 4 machins. Il y avait que Alors, dalle, quoi. il fallait tout faire, quoi, ouais. Ah, c'était la misère. Mmh. Et alors qu'aujourd'hui, alors il y a pléthore. Alors aujourd'hui, il y a la chance gratuitement de faire plein de trucs. Moi, je dirais aux gens, vous allez sur YouTube, vous tapez développement durable et vous allez trouver, vous ferez une idée, vous allez trouver et des charlatans et des gens très bien qui font des conférences, qui font des MOOC qui sont gratuits. Je vous donne un exemple. Moi, pendant le premier confinement, je me suis pris d'intérêt pour la physique quantique. J'y connais que dalle. Je suis allé sur YouTube. Bon, bah, j'ai vite fait le tri entre ceux à qui je comprenais rien et ceux qui étaient des grands scientifiques, mais qui étaient très didactiques. Mmh. Et ben, j'ai suivi des cycles de conférences là-dessus. C'est un intérêt personnel. Donc, sur le développement durable, vous avez la chance aujourd'hui d'avoir sur Internet beaucoup de choses. Vous pouvez aussi, s'il y a des domaines ou des secteurs qui vous intéressent, vous intéressez aux énergies, vous intéressez au transport, vous intéressez à l'agroalimentaire, allez sur les sites Internet des entreprises qui vous intéressent, regardez ce qu'elles disent là-dessus. Donc, il y a ça qui existe. Et puis, vous avez aussi toute une série de conférences auxquelles les étudiants peuvent assister gratuitement, qui sont extrêmement pertinents. La presse aussi, les articles, c'est ce que tu me disais? Oui, ah oui, très important, très bonne remarque. Je m'amuse souvent à aller sur le moteur de recherche du Financial Times, et puis je vais dans le moteur de recherche et je tape Sustainability. Et je sais qu'en général, on est en moyenne sur une année à 3-4 articles par jour. Mmh. Donc ça veut dire que vous prenez les gazettes économiques, les Échos, le Figaro ou la presse internationale, hein, le FT par exemple, et vous allez trouver dedans plein d'articles là-dessus. Donc lisez, là ce matin je lisais encore, il y a plein d'articles vachement intéressants ce matin sur activisme actionnarial et RSE, suite à l'éviction d'Emmanuel Faber de Danone. Bon ben voilà, vous faites votre culture, vos points de vue, lisez, lisez, lisez. Vous avez la chance d'être dans un univers où sur ce sujet du développement durable, il y a tout ce qu'il faut gratuit. Donc, si le sujet vous passionne, regardez ce qui se passe dans les entreprises, regardez ce qu'il y a comme conférences sur Internet gratuites et lisez la presse. Il y a plein de choses dedans. Plus vous lisez, plus vous vous ferez votre point de vue. Et ça fait aussi partie du métier de conseiller en développement durable. C'est important d'entretenir cette connaissance-là. Et je ouais, Oui, oui. Aujourd'hui, ce que nous dit, en fait, il faut entendre une chose, et ton propos de conseiller m'y fait penser. Il y a presque une différence entre conseiller et consultant. Ce que nous disent nos clients aujourd'hui, c'est qu'on est dans un monde vraiment incertain, avec un futur compliqué, mmh, et on voit des signaux faibles qui nous dessinent peut-être ce que sera le monde de demain. Et ce qu'ils ont besoin, c'est d'avoir des gens qui n'arrivent pas avec une batterie d'offres techniques et de solutions techniques. Oui, parfois, mais ils ont besoin d'échanger avec des vrais conseillers, des gens qui ont des points de vue, qui ont des convictions, et cette façon qu'on évoquait de lire, de se documenter, aide à se forger des points de vue. Et ce qu'on fait dans notre équipe, on a beaucoup de moments d'innovation, de débat, de discussion ensemble pour se forger des points de vue. On est une équipe qui publie 10 études tous les ans. Et là, des juniors, des seniors, des managers participent à ces études parce qu'on veut avoir des points de vue, parce que nos clients aiment débattre, se dire mmh. qu'est-ce que vous en pensez, répondre à la question qu'est-ce que vous en pensez. Il faut beaucoup de background culturel et ce qui nous permet de conseiller vraiment nos clients. On est déjà sur la dernière question, Sylvain. À Ben, très quoi bien, très ressemble bien. à quoi ressemble le quotidien d'un consultant en développement durable? Ah, il est très occupé, un consultant en développement durable. Si tout le monde a bien suivi ce qu'on se dit depuis le début, il est très, très varié. Après, ça dépend. Mon quotidien n'est pas celui d'un stagiaire, même si on peut travailler sur les mêmes projets. Mais bah, moi, je n'ai pas la même responsabilité qu'un stagiaire. Mais c'est un quotidien qui est très, très divers. Parce qu'on peut le matin travailler, en ce moment, on travaille pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.
Donc, on peut travailler sur le matin des Jeux Olympiques, on peut faire un e-déjeuner avec un client sur une question qu'il nous a envoyée la veille par mail en nous disant tiens, j'ai vu qu'il y a une nouvelle réglementation qui va sortir, est-ce qu'on peut en parler? Et l'après-midi, travailler pour un investisseur sur une stratégie d'investissement, la prise en compte du développement durable dans sa stratégie d'investissement. Donc, c'est plusieurs choses, les journées ne se ressemblent pas. On a des projets à long terme, mais un consultant en développement durable, en tous les cas dans notre équipe, fait souvent plusieurs projets sur une même journée, alors pas 50, hein, mais souvent le matin, l'après-midi, parce que c'est assez divers. Et puis, plusieurs natures de projets. On peut travailler sur des sujets de stratégie, on peut travailler sur des sujets de droits de l'homme dans la supply chain, ou on peut aussi travailler sur une étude qui est qu'on est en train de produire avec un think tank ou avec une association. Donc, c'est extrêmement diversifié. C'est une gymnastique, alors il faut aimer ça. Il y a des gens qui aiment bien des quotidiens. Quand on dit monotone, c'est péjoratif. Et moi, je ne veux pas stigmatiser. Il y a des gens qui aiment bien des choses très, oui, un peu monotones, qui se plaisent dans quelque chose de classique, on a du temps. Non, là, nous, on est dans un métier avec beaucoup d'innovation, beaucoup de changements, plusieurs choses en parallèle. Donc, si on aime ça et qu'on est à l'aise là-dedans, bah, c'est un bon métier. Merci beaucoup, Sylvain. Je vais me poser ma question maintenant. Quel Ah. message positif aurais-tu envie de faire passer aux étudiants, aux jeunes diplômés pour qui en ce moment c'est compliqué peut-être de trouver un emploi, de suivre tous ces cours-là à distance? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Bah, d'abord, oui, je pense que les étudiants et les jeunes en particulier sont parmi une des populations qui vit le truc le plus dur. Mm. Par exemple, nous, au bureau, c'est dur, mais on a un job. Les étudiants, ils ont des cours à distance. Le lien social qui fait la force des années d'études est complètement rompu en ce moment. Et pour certains, les jobs, les gens prennent plus de stages, etc. Bon, alors, un premier message, toutes ces grandes périodes, il y en a eu plein dans le monde, ça dure un temps, ça s'arrête. On est plus proche de la fin que du début, même si quand on est au milieu, c'est dur de s'en rendre compte. Mais un, ça va s'arrêter. Deux, ceux qui choisissent le développement durable, bonne pioche. Il y a des opportunités considérables. Que l'on veuille bosser pour une ONG, pour un cabinet de conseil, pour une entreprise, pour une mairie, pour les pouvoirs publics, en France, à l'étranger, dans le monde entier, il y a du boulot là-dedans. Donc il faut vraiment s'accrocher. Effectivement, il y a de plus en plus de gens qui demandent à faire du développement durable, mais il y a de plus en plus de gens qui embauchent. Donc, gardez le moral parce que cette galère va finir par s'arrêter. Et deux, si vous choisissez le développement durable, vous aurez du boulot. Merci beaucoup, Sylvain. On reste sur cette note positive. Merci de nous avoir partagé ton parcours et ton expérience, surtout. C'était un plaisir, merci beaucoup. Et chez vous, je vous le répète, mais si vous voulez retrouver davantage de tutos, conseils, vidéos sur votre insertion ou orientation professionnelle, n'hésitez pas à aller sur notre site jobteaser.com, sur notre page YouTube ou sur notre Insta. Un grand merci, Sylvain. À bientôt. Bon courage à toi et ton équipe dans la suite de vos combats. Merci beaucoup. Développement Bonne durable. journée. Et chez vous, je donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Midi Expert. À bientôt.